oui, pourquoi pas, en effet, plutôt que le tribunal, même si on peut faire le contrat chez le notaire, c'est vrai, ça serait bien, on le pense aussi, les notaires, pourquoi pas faire les formalités à la mairie. Bon, pour ceux, ça ne froisserait pas ceux qui pensent que c'est sacré et on peut le comprendre aussi, ou pour un problème religieux. Je vais vous demander de conclure parce que M. Collin, qui intervient après, doit partir dans 5 minutes. D'accord. Donc, je serai à votre disposition si vous voulez poser éventuellement des questions. Et juste dernier mot, je conclus en disant qu'il y a un véritable problème que nous voyons, c'est le problème du droit de l'autre parent, ou disons de la personne qui élève l'enfant. Parce que c'est vrai que nous voyons dans nos études beaucoup de couples qui sont donc... qui élèvent ensemble un enfant et qui sont du même sexe, et ils sont très inquiets en cas de décès de celui qui a l'autorité parentale, que l'autre puisse s'en occuper s'il est mineur, et aussi éventuellement ils souhaitent lui transmettre ses biens et qu'il soit héritier. Et s'il fait un testament, il paiera 60% de droits de succession avec la loi actuelle. Merci. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Thibaut Collin. Vous êtes philosophe et vous avez écrit dans Les lendemains du mariage gay que le mariage homosexuel serait une injustice pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Certains disent que de l'égalité, on ne débat pas et que tout débat sur cette réforme de civilisation, comme dit Christiane Taubira, n'a pas lieu d'être. Il me semble ici qu'on a une conception de l'égalité totalement abstraite et que le législateur... Et c'est bien le sens d'ailleurs des auditions, des délibérations législatives, et de se poser la question, est-ce que ce projet de loi est juste ou injuste ? Et il me semble qu'on aborde trop souvent les choses comme si automatiquement il fallait réfléchir en termes d'égalité entre individus pris abstraitement. Mais en fait, il s'agit de réfléchir d'égalité entre personnes dans des situations comparables. Et il me semble ici que si on aborde la question simplement en disant d'un côté, il y a des couples homosexuels, de l'autre, il y a des couples dits hétérosexuels, et finalement, il y en a qui peuvent se marier, d'autres qui ne peuvent pas se marier, on aborde les choses de manière tronquée, parce que le symbole de la justice, c'est la balance. Il y a les deux plateaux de la balance. Et moi, il me semble, comme beaucoup l'ont dit, que l'ouverture du mariage est par elle-même l'ouverture de la filiation, et ce qui se joue ici, c'est bien sûr le droit des enfants. Et il me semble qu'à partir du moment où on dit automatiquement, puisque les homosexuels s'aiment, ils doivent pouvoir se marier, et on raisonne simplement en termes d'égalité des individus, or, bien sûr, le mariage implique l'ouverture de la filiation. Bien sûr qu'aujourd'hui, il peut y avoir des filiations hors mariage, ça on le constate, mais de fait, dès que l'on se marie, on ouvre la filiation. Or, il me semble ici qu'en faisant ça, on prive les enfants de biens qui leur sont dus et que l'État se doit de respecter cela. Il me semble que on pourrait dire un des arguments qui est souvent donné, qui a été rappelé d'ailleurs par certains ici, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations de fragilité. Premièrement, les enfants qui vivent dans des familles homoparentales, souvent, en fait, vivent dans des familles recomposées, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un père et une mère. Certains enfants vivent effectivement avec leur père et le compagnon de leur père, ou la mère et la conjointe de leur mère, et n'ont pas d'autres parents. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, leur père ou leur mère a contourné la loi. C'est-à-dire soit la mère est allée en Belgique se faire inséminer, soit elle a menti en ne déclarant pas son orientation sexuelle et son projet finalement de demander ensuite une adoption. Donc il y a déjà eu un contournement soit de l'adoption, soit de la procréation médicalement assistée. Et donc il me semble ici qu'on veut faire porter aux enfants finalement cette réforme en disant, comme le dit par exemple Caroline Mécari, il y a des enfants qui actuellement en France sont en danger. Aucun enfant actuellement en France n'est en danger parce que justement l'État, les services sociaux sont là pour le protéger en cas de besoin. Il existe déjà des situations juridiques, des possibilités. La Cour de cassation en 2006 a reconnu la possibilité
de sécuriser le lien, mais au cas par cas, avec le conjoint, enfin l'ami ou le compagnon de son père ou de sa mère. Donc il existe déjà toutes ces situations. Et donc en fait, on veut utiliser certaines situations pour faire naître dans l'esprit de nos concitoyens une forme d'urgence à légiférer. Et en faisant ça, évidemment, on prive, encore une fois, l'enfant de son droit à non seulement avoir un père et une mère, et au maximum de vivre dans la continuité. Et évidemment, ici, on parle de la filiation et non pas de l'éducation au quotidien. On est bien d'accord que l'orientation sexuelle n'est pas un critère pour prendre soin d'un enfant. On est bien d'accord. Donc la question ici n'est pas l'homoparentalité au sens de l'éducation, des capacités éducatives d'adultes, mais bien de l'homofiliation. Et c'est en ça, évidemment, que le projet de loi, me semble-t-il, contribue à une contractualisation de la filiation. Alors qu'il me semble que, justement, le rôle de l'État est de valider et d'instituer cette filiation pour protéger les plus faibles, à savoir les enfants. Merci beaucoup. Et pour terminer cette table ronde, avant de vous laisser la parole, Monsieur de Montléon, Jean Vital de Montléon, vous êtes pédiatre et vous êtes spécialiste de l'adoption. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui voyez tous les jours les difficultés que rencontrent les enfants adoptés, ce qu'aurait comme conséquence ce projet de loi ? Merci beaucoup. Merci de cette invitation à ce débat d'une grande richesse. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Donc, je tenais à remercier de m'avoir invité, tout particulièrement Madame Tabarot, que j'ai eu la grande chance de croiser pendant longtemps au Conseil supérieur de l'adoption. Et je voulais d'abord vous dire que je n'ai pas voulu entrer dans ce débat. Il y a quelques mois, cet été, quand on a commencé à parler de ce projet de loi, je me retenais, je disais je ne veux pas entrer dans ce débat parce que je suis pédiatre spécialiste de l'adoption. Je suis aussi pédiatre spécialiste des programmes hormonaux, et notamment des hormones sexuelles. Et je reçois beaucoup d'enfants qui s'interrogent, beaucoup d'adolescents plutôt, qui s'interrogent sur leur sexualité. C'est peut-être pas trop leur place de venir dans une consultation d'endocrinologie pédiatrique, mais encore beaucoup de gens confondent l'homosexualité et l'ambiguïté sexuelle. C'est dommage et j'essaye de m'occuper de ces enfants. Je reçois aussi dans ma consultation d'adoption des familles homosexuelles et les prises d'opposition que je vais prendre, j'avais peur qu'elles éloignent ces familles, ces enfants de ma consultation, parce que c'est notre devoir de pédiatre d'être bienveillant. Alors, ce qui m'a fait rentrer dans ce débat, c'est tout d'abord une petite préadolescente adoptée que je voyais, et je lui demandais si tout allait bien, son histoire, l'adoption, tout allait bien. Oui, ça se passe bien. Et elle m'a dit, est-ce que c'est vrai que les homosexuels auront le droit d'adopter ? Alors, je lui ai dit, c'est possible, il y a une loi qui est en cours. Et elle m'a répondu, donc c'est une petite fille qui est adoptée dans une famille hétérosexuelle, elle m'a répondu, c'est une petite fille qui est adoptée dans une famille hétérosexuelle, et elle m'a répondu, moi j'ai de la chance alors. Donc, je peux vous dire que ça m'a troublé. D'autres enfants adoptés, pas trop les enfants, mais d'autres adolescents adoptés m'ont parlé de ça, et ça m'a fait rentrer dans le débat, et finalement ce sont des adultes adoptés, c'est notamment la présidente de Racine Coréenne, la plus grande association d'adoptés, Hélène Charbonnier, qui m'a fait part de son désarroi, de son inquiétude et la peur que les adoptés soient encore traités comme des cobayes. Donc, nous sommes entrés dans le débat. Nous avons fait une lettre ouverte au ministre concerné, qui est devenu une tribune dans Libération, qui est sortie il y a quelques mois. Alors, je vais vous parler aussi d'autre chose. Une chose qui m'énerve énormément, c'est qu'on fasse la différence entre la PMA et l'adoption. Et je profite que nous sommes dans le siège d'un grand parti politique pour dire que je serais extrêmement malheureux qu'un homme politique de la majorité dise « nous avons une solution de consensus en autorisant l'adoption et en refusant la PMA ». Ou de la même façon qu'un homme politique de l'opposition dise « nous avons quand même pu faire céder le gouvernement sur la PMA, mais pas sur l'adoption, c'est quand même une victoire ». En tant que spécialiste de l'adoption, pour être confronté tous les jours à de nombreux enfants adoptés, je trouve que c'est une grave injure pour les enfants adoptés. Les enfants adoptés ont une faiblesse majeure. Si les consultations d'adoption ont autant de succès, si je suis dans ma consultation 2500 enfants adoptés, si les familles viennent chercher l'expérience, viennent chercher des conseils, c'est parce que les enfants adoptés ont une grande souffrance. Leur ajouter une souffrance, leur ajouter peut-être pas une souffrance, mais au moins un risque extrêmement important,
Cela m'inquiète énormément. Alors j'entends totalement, et j'ai beaucoup apprécié, monsieur le député, votre intervention. Je pense que notre société n'accueille pas bien les homosexuels. Je pense qu'il faut vraiment que tous, dans la majorité, dans l'opposition et dans la population, nous soyons plus accueillants vis-à-vis de l'homosexualité. Je pense qu'il faut peut-être trouver une solution pour les enfants qui existent, les enfants qui sont dans des familles homosexuelles. Et moi, j'irais presque plus loin qu'un statut de beaux-parents. J'irais vers un statut qui serait vraiment centré sur l'enfant. J'appelle ça le statut de l'adulte qui compte. Un adulte qui compte, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien biologique avec un enfant, mais choisi par les représentants légaux de l'enfant, ou choisi par l'enfant lui-même, s'il est en âge de le comprendre, pour avoir un rôle dans certaines décisions, et notamment en cas de souci. Je crois que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, plutôt qu'une loi qui bouleverserait énormément. Alors, les enfants adoptés, quels enfants pourraient être adoptés par des couples homosexuels? Alors très peu, parce qu'on ne le sait pas, mais l'adoption actuellement est dans une grande crise. Le nombre d'adoptions nationales est très faible, il a toujours été très faible, il le reste. Le nombre d'adoptions internationales s'est effondré. On est passé de 4000 adoptions internationales dans les années 2005 à 1500 ces dernières années. Donc un nombre qui s'est effondré, alors que d'un autre côté, il y a entre 20 et 30 000 agréments qui sont délivrés, qui sont en cours de validité actuellement. Donc il y a une grande inadéquation et en gros, tout le monde essaye de choisir les meilleurs parents. Alors c'est vrai que l'adoption est possible par les célibataires. L'adoption est aussi possible par les célibataires homosexuels, par des homosexuels, et ils n'ont pas besoin de cacher qu'ils sont homosexuels, parce qu'on ne peut pas leur refuser d'avoir un agrément uniquement à cause de leur orientation sexuelle. La conséquence de l'adoption, ça peut être que certains pays parmi les plus propres en matière d'adoption internationale, la Colombie, la Thaïlande, qui sont des pays qui ont vraiment une politique de l'enfance, une politique de protection de l'enfance extrêmement développée, hésitent à confier des enfants dans un pays où l'adoption est autorisée par les homosexuels. Donc ça serait peut-être plutôt une fermeture encore de certains pays. Actuellement, 2 pays seulement au monde autorisent l'adoption par les homosexuels. Il s'agit de l'Afrique du Sud, et sur les 20 dernières années, nombre d'adoptions par des Français de petits Sud-Africains, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et du Brésil, pour lequel l'adoption internationale n'est aussi plus d'actualité, puisque le Brésil a considérablement diminué l'adoption internationale, puisqu'on a le droit d'adopter plus que des enfants âgés de 8 ans et ayant des problèmes particuliers. Donc, ce qui veut dire que l'adoption internationale sera complètement fermée. L'adoption nationale, cela dépend du Conseil général, donc à moins de décision de certains présidents de Conseil général, jusqu'à maintenant, les conseils de famille ont choisi les familles qui donnaient le plus de garanties. Donc ce sera une décision à niveau de chaque département. Voilà. Alors pourquoi je suis inquiet? Parce que des adoptés se retrouvent dans les familles homosexuelles, c'est que pour moi, il y a 2 risques. Alors je suis persuadé, fort heureusement, et je l'espère, que beaucoup d'enfants adoptés dans les familles homosexuelles, élevés par les familles homosexuelles, vont très bien. Mais il faut quand même tenir compte de ces 2 risques. Le premier risque, c'est le risque de la stigmatisation. Et le deuxième risque, c'est le risque de la construction, qui est quand même plus difficile. Il faut quand même le dire. Et pour ce qui est de la stigmatisation, alors l'argument qu'on nous dit souvent, c'est « oui, mais les enfants du divorce, dans les années 50, 60, étaient stigmatisés ». Ils étaient stigmatisés, ils ne le sont plus. Nous sommes d'accord. Mais qu'on ne me dise pas, à moi, pédiatre, qu'ils n'en sont pas plus malheureux. Génial, mes enfants divorcent. Génial, mes parents divorcent, excusez-moi. C'est le titre d'un film pour adolescents, un titre amusant. Le divorce est utile, le divorce rend des services, le divorce est une réalité, mais ne le banalisons pas trop, des choses qui mettent les enfants en danger. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant à vous la parole. Les micros circulent dans la salle. On va prendre une série de quelques questions et puis les intervenants répondront. Et on va faire ça pendant un quart d'heure. Donc, s'il vous plaît, soyez très brefs dans vos questions. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Michel Durand.
Donc je tiens à saluer particulièrement Nadine Morano, puisque nous avons travaillé ensemble lors du statut des beaux-parents, puisqu'à l'époque j'étais président de Guélib. En tous les cas, moi je suis fier. Aujourd'hui, je ne suis plus membre de Guélib.